Alors, le professeur Paiement, lui, vous demande, vrai ou faux encore, avec les changements climatiques, est-ce que l'eau sera potable partout au Canada? Qui croit que c'est vrai et qui croit que c'est faux? Professeur Paiement, à vous la parole. C'est partiellement vrai. Et ça dépend de ce que le docteur Gosselin nous a dit. Les événements climatiques vont changer notre vie. Depuis le début du 20e siècle, on avait appris à combattre une bonne partie des maladies transmises par l'eau en mettant en place des bons systèmes de distribution d'eau, des égouts. On a traité l'eau, on a rajouté du chlore, on l'a filtré et on a vu rapidement les maladies entériques, les fièvres typhoïdes et autres, disparaître, ou à peu près. C'est très rare maintenant qu'on a des problèmes de ce type-là associés à de l'eau potable. Je définis potable par une eau qui est saine déjà. Mais comment est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Alors, oui, on a mis en place des usines de filtration, d'épuration, des tuyaux. Mais entre les deux, le traitement, on doit le maintenir. On a des gens qui sont compétents, on a de grosses usines pour faire tous ces travaux-là. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les fameuses inondations vont arriver? Qu'est-ce qui va arriver à nos périodes de sécheresse? On en parle peut-être moins, mais si on atteint des vraies sécheresses, là, qu'on manque d'eau pendant plusieurs semaines, il ne pleut pas, les rivières s'abaissent de façon assez importante. Alors, la protection de la santé publique des maladies infectieuses transmises par l'eau, évidemment, elle va passer par les traitements qui vont éliminer ces micro-organismes pathogènes-là. Mais d'où ils viennent? Ils viennent de nous. Ils se déversent dans nos égouts. Quand on est infecté, on les rejette. Où est-ce qu'on puise notre eau? Dans l'eau de la rivière ou dans l'eau du lac. C'est un cycle continuel où il faut vraiment avoir des traitements qui soient carrément très robustes. Alors, qu'est-ce qui va se passer en période de sécheresse? Il va y avoir moins d'eau dans les eaux d'égout, donc la concentration en micro-organismes pathogènes va être plus grande. Donc, il va y avoir plus de micro-organismes pathogènes dans nos eaux de rivière, dans nos eaux de lac, à moins qu'on les traite très bien, ces eaux usées-là. L'usine d'épuration, ça marche. Mais là, après 2 semaines de sécheresse, tout d'un coup, il pleut. Et ce qu'on nous prévoit avec les changements climatiques, c'est qu'on va avoir non pas des pluies régulières, mais les pluies vont arriver flush tout d'un coup. Puis ensuite, une période de sécheresse, une concentration plus grande des périodes de pluie abondante. Là, vous lavez tout ça qui est sur le sol, qui est dans les lacs, et vous inondez votre système d'égout. Ça va refouler. Ça va refouler dans les sous-sols. Les micro-organismes pathogènes vont être là. Dans les eaux de la rivière, bien, il y a des sédiments qui vont s'être formés, ils vont être soulevés. L'eau va être beaucoup plus turbide. Ça va être plus difficile de la traiter à l'usine de filtration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire lorsque nos usines vont être sursaturées? Lorsque nos égouts, lorsque l'usine d'épuration est plus capable de faire le travail? Parce que ce qu'on fait en usine d'épuration, c'est quand il y a trop d'eau à l'usine, on ne veut pas qu'elle déborde, bien, on s'arrange pour que ça déborde ailleurs. Évidemment, ça va déborder dans l'eau de la rivière. Alors, la question, c'est quelles sont les solutions qui vont nous permettre de nous adapter à ces changements climatiques-là et nous assurer une bonne qualité de vie. Et il y en a quelques-uns que vous pratiquez déjà, probablement. Économisez l'eau et apprenez à vivre avec un petit peu moins d'eau, peut-être, parce que vous surchargez moins l'usine qui vous donne de l'eau. Vous envoyez moins d'eau à la station d'épuration. C'est plus facile à travailler. Donc, il y a des petits moyens de ce genre-là qui vont permettre de réduire les effets des changements climatiques, mais je ne peux pas vous garantir, puis personne ne peut le faire, que si c'est des événements catastrophiques, qu'on ne sera pas dans le pétrin. Donc, il y a quand même un aspect où on dit c'est robuste présentement, c'est capable de résister, mais attention, si nous aussi on ne fait pas notre effort pour diminuer les changements climatiques, bien, eux vont peut-être nous rattraper de cette façon-là en changeant la qualité de notre eau de façon très significative. Si vous voulez des exemples proches de ce qui peut se passer, Rivière-des-Mille-Îles, on n'est pas loin. Il y a une couple d'années, à un moment donné, il y avait beaucoup moins d'eau dans la rivière.
vous avez 8 usines d'épuration dans cette petite rivière, sur cette petite rivière-là, qui déversent leurs eaux usées. Vous avez 6 usines de filtration d'eau potable. Le niveau de l'eau passe de là à là. On commençait à retrouver des squelettes, toutes sortes de choses dans le fond de la rivière. On marchait ou on ne marchait pas avant. Il y avait tout juste assez d'eau pour suffire aux usines de filtration. Et la majorité de l'eau qui ressortait était sous forme d'eau usée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une solution. Au niveau de Saint-Eustache, il y avait un écueil rocheux et on a abaissé l'écueil rocheux pour qu'on ait plus d'eau. C'est une solution temporaire qui nous a permis d'avoir plus d'eau sur cette rivière-là. Mais si c'est tout le fleuve Saint-Laurent qui baisse, il va falloir penser à d'autres moyens. Surtout que l'eau du fleuve Saint-Laurent et de ces rivières-là, elle vient de loin, là, souvent. Et peut-être que si la sécheresse est plus haute, il va falloir aussi voir qu'il y a des baisses, que les barrages ne suffiront peut-être pas, puis qu'en même temps, c'est toujours de penser à l'inverse. S'il y a trop d'eau, qu'est-ce qu'on fait tout d'un coup? Alors, les rivières accumulent et tout d'un coup, c'est les inondations comme on a au printemps. Puis si on l'a l'été, on va faire quoi? Alors, dans le fond, on a une résilience comme humain. On est capable d'agir. Ce n'est pas toujours instantané. Ça a pris plusieurs années avant qu'on fasse les travaux sur la rivière des Mille-Îles. On y est arrivé. Donc, je dirais, oui, on va passer au travers. On va certainement manger des coups durs, mais on est capable de s'adapter en faisant chacun notre effort d'une certaine façon, comme je le mentionnais tantôt. Ça peut être de l'hydroélectricité si on en a moins parce qu'on a moins d'eau dans nos barrages. Ça va affecter notre vie à nous tous si nos climatiseurs ne marchent pas. Et là, c'est toute la santé de la population qui va subir. Donc, il va falloir trouver des moyens pour y arriver. On a des années pour se préparer, mais il faut penser que ça s'en vient et qu'on est capable d'y arriver. Ça va être quoi l'impact sur la biodiversité? Est-ce qu'on est habitué de filtrer notre eau pour détecter détruire certains pathogènes? Bien, est-ce qu'on va avoir des nouveaux pathogènes qu'on n'attendra pas? Ou du côté de la botanique, là, je ne sais pas si on peut se lancer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des espèces indigènes qui vont disparaître du Québec, qui vont se faire remplacer par d'autres? Donc, est-ce qu'on a un gros bouleversement de la biodiversité qui s'en vient? Commençons par les cyanobactéries. C'est à peu près certain que lorsque les cyanobactéries s'établissent sur un lac ou dans une baie, puis il va y avoir des changements importants du reste de tout ce qui vit dans cet endroit-là, y compris les poissons qui peuvent en mourir parce qu'ils vont manquer d'oxygène. Il y a des mouvements de ces masses de cyanobactéries-là. Mais je pense qu'au niveau de la flore en général, que ce soit aquatique ou terrestre, il va certainement y avoir des différences. Bien, les différences, c'est surtout, je puis dire, un réaménagement des communautés végétales. Donc, on le voit déjà au niveau de l'Arctique canadien, où on voit des graminées qui étaient peu abondantes devenir très, très abondantes. Donc, ça devient des espèces plus ou moins invasives dans des milieux qui étaient protégés. Donc, le milieu arctique en termes de flore arctique, ça, c'est une flore qui est effectivement menacée, tout comme la flore alpine aussi, qui avec les mêmes problèmes qu'on va voir arriver, des changements, des chamboulements complets des communautés végétales. Ça va arriver. À quelle ampleur? C'est difficile, on n'a pas encore d'idée. On fait des études à l'heure actuelle. On fait des études sur la qualité aussi de ce que nous donnent ces plantes-là. On parle de sécurité alimentaire, c'est la même chose. On essaie de mesurer un peu la qualité des fruits, la qualité des légumes racines, etc., qu'on peut trouver à différents endroits, les impacts sur il y a eu un numéro spécial qui vient tout juste de sortir, justement sur l'impact sur les vergers, par exemple, des changements climatiques. Donc, il y a mes collègues qui font ça aux États-Unis. On doit le faire au Canada, mais on n'a pas eu les subventions. Les vergers font trop bien, semble-t-il. Mais il y a des impacts comme ça qui vont se faire. Des changements, dépendamment où vous êtes, il y aura des pertes. Ce qu'il faut quand même souligner, outre les changements climatiques, ici, je pense que ça va venir juste exacerber parce que c'est vraiment l'étalement urbain et les coupes à blanc et tout ça, et les routes qu'on passe qui font du mal aux plantes et qui font que la biodiversité, tant animale que végétale, tombe. C'est évidemment la croissance humaine est exacerbée par le changement climatique. En fait, au début, on appelait ça le réchauffement, maintenant, on appelle ça changement climatique. Hein. Pourquoi? C'est parce que, dans le fond,
C'est vrai que c'est plus chaud en moyenne, mais qu'est-ce que ça fait? Ça met de l'énergie dans le système. C'est comme si on avait tout le temps la bouilloire en train de bouillonner tout le temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bouge plus dans l'atmosphère. Donc, plus d'ouragans, plus de tempêtes, les pluies torrentielles dont on parlait. Quand il neige, il va neiger des grosses bordées. L'hiver froid de l'année passée, là, ils nous ont expliqué que c'était le vortex polaire. Le vortex qui est courant au niveau du pôle. Vu qu'il fait plus chaud, bien, plus qu'il fait plus chaud ici, ça descend plus bas. À un moment donné, ça revient plus froid. Alors, il y a toutes sortes de phénomènes comme ça qui vont arriver, qui vont continuer à arriver, je pense. On va continuer à avoir des hivers, là, on s'entend. On va même avoir des hivers très froids de temps en temps. Mais en moyenne, quand on regarde ça, à part l'année passée, les hivers sont plus doux. C'est surtout ça le réchauffement qu'on voit ici. En fait, je vais vous faire une analogie. Quand vous prenez votre douche, il y a de l'air humide qui remonte. Si on dit qu'il commence à faire sec dans l'ouest du pays, l'humidité ne disparaît pas. L'eau est toujours la même sur la planète. Elle va monter là, mais si elle s'en vient vers nous, parce que la Terre tourne, les vents sont dans cette direction-là, et que le front descend, bien, peut-être que la sécheresse qu'eux ont eue a ramené beaucoup d'humidité qui va se retrouver au-dessus de nous autres. Et là, ça va refroidir et ça tombe sur nous d'un seul coup. Quand c'est l'hiver, ça peut peut-être venir du sud des États-Unis où il fait quand même assez chaud et il y a beaucoup d'humidité. Cet air humide-là remonte et va se retrouver, selon les courants d'air, à être à différents niveaux. Puis plus on va haut, plus c'est froid. À un moment donné, ça redescend, puis ça descend très vite parce qu'il y en a beaucoup à ce moment-là. Alors qu'avant, c'était plus uniforme. Et là, les différences sont plus grandes parce qu'il fait plus chaud à un endroit, mais l'autre va avoir plus d'humidité. Je comprends bien, c'est des tempêtes de neige à l'eau chaude. C'est ça. Je me suis bien expliqué. Je pense que Pierre a bien résumé, il faut prêcher par l'exemple. On le fait, on essaie tous de le faire un peu, mais on s'oublie souvent. Alors, je pense que ce soit la voiture, que ce soit on ne réalise pas, ma spécialité, c'est l'eau et comment on la distribue et on la traite. Ça prend de l'énergie pour faire ça aussi. Cette énergie-là, il faut qu'on l'aide quelque part. Alors, je pense que là-dessus aussi, on fait notre petite part pour diminuer l'énergie requise pour faire ça et ce sera moins de gaz à effet de serre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens que ça. Si le Canada devient un exemple dans ce sens-là, si le Québec, si Laval devient un exemple, il y en a d'autres qui vont suivre, il va y avoir des avantages et je pense que c'est le seul message qu'on peut vraiment vous laisser.